Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu voir, alors mon nom c'est Chantal Mathieu, je suis notaire dans le secteur de Sainte-Foy, malgré le fait qu'on peut pratiquer partout dans la province de Québec maintenant. Ça fait 30 ans cet été que je suis notaire. Je pratique beaucoup dans l'immobilier pour les achats de maisons et de commerce et des financements, mais je pratique beaucoup ici au niveau du droit de la personne. Et c'est notre sujet ce soir qu'on m'a demandé de vous parler, c'est-à-dire dans le cadre d'une inaptitude. C'est quoi une inaptitude? Quand est-ce qu'il faut commencer à penser à l'homologation d'un mandat de protection? Si on n'en a pas, qu'est-ce qui arrive? Donc, par conséquent, ce serait le sujet pour cette soirée. Je pense que j'en ai pour à peu près 35 minutes. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets parce que je fais beaucoup d'homologation de mandats pour des gens qui sont inaptes. Donc, je suis en mesure, je pense, sans prétention, là, je ne vous dis pas que je sais tout, mais avec les années d'expérience puis avec les cas concrets, je pense que ça va pouvoir vous aider et je pourrai répondre à vos questions par la suite. Je pense que ça va être préférable qu'on attende à la fin parce que des fois, les gens ont des questions puis finalement, au fur et à mesure que j'explique, ça répond à vos questions. Mais ça va me faire vraiment plaisir. Puis s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas très clair, ben, vous aurez mes coordonnées si la QDA veut vous les laisser. Je suis en pratique privée, comme je vous disais, depuis 30 ans. Donc, on sera en mesure de pouvoir vous aider si toutefois ce soir, ce n'est pas suffisant. Donc, la notion d'inaptitude en soi, vous allez voir que l'inaptitude, ça peut être, puis je ne suis pas médecin, là, bien que j'ai suivi des cours supplémentaires pour pouvoir faire les homologations de mandat, puis d'aller rencontrer les gens qui sont inaptes pour faire, pas une évaluation, mais on appelle ça un interrogatoire, en fait. Donc, l'inaptitude, ça peut être partiel, ça peut être total, ça peut être temporaire, ça peut être permanent. Ce qui vient déterminer officiellement si une personne est inapte, c'est qu'il faut avoir une évaluation médicale, puis il faut avoir une évaluation psychosociale. Les évaluations psychosociales sont réservées maintenant comme un acte professionnel pour les travailleurs sociaux et ce ne sont pas tous les travailleurs sociaux qui le font. Ils ne sont pas tous habilités à le faire. Donc, parfois, pas parfois, mais c'est souvent le système public qui va être capable de vous attitrer un travailleur social pour faire les évaluations psychosociales. Mais quand je parle d'inaptitude partielle, c'est-à-dire si par exemple, bon, j'ai une cliente qui demeurait à la Roseraie, elle était capable de me dire, par exemple, qu'elle est capable de choisir ses vêtements, qu'elle est capable. Il faudrait que je parle un peu plus fort, semble-t-il. Je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu. Est-ce que je peux ajuster le son à même l'ordinateur ou avec un petit peu? Vous me direz si ça va mieux comme ça. OK. J'ai une petite voix douce, que voulez-vous? Bon, enfin, si ça ne va pas, vous m'avertissez, puis Félix, notre hôte, va pouvoir me le mentionner. OK, j'ai un petit message qui dit que vous entendez très bien, c'est parfait. Enfin, si d'autres personnes, c'est moins clair, vous nous avertissez. Donc, c'est ça, l'inaptitude partielle pour la dame à qui je pense, elle était capable de choisir ses vêtements, elle était capable de choisir son menu. Mais quand je lui demandais combien ça coûte pour rester ici, êtes-vous capable de me faire un chèque? Est-ce que vous allez au restaurant? Combien ça coûte pour un café? Ça, c'était toutes des notions qui, pour elle, là, ça devenait plus difficile. Donc, par conséquent, voyez-vous, l'inaptitude n'était pas totale. C'est ce qu'on appelle une inaptitude partielle, mais elle avait besoin d'aide quand même. Alors, il fallait la protéger pour ne pas que personne, par exemple, lui fasse signer un chèque, puis que pour elle, 10 000 puis 10 ça avait peut-être la même valeur. Alors, il fallait la protéger. Donc, on a décidé de faire l'homologation de son mandat. Parfois, et là, c'est rendu plus connu de la part des travailleurs sociaux, mais certaines personnes dans le milieu de la santé
quand la personne, par exemple, n'est pas totalement inapte, écoutez, vous êtes dans le coma, là, vous ne pouvez plus parler, ça, c'est clair que c'est totalement inapte. Mais ce n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus. Là. Comme je vous disais, si le médecin dit, ben, je pense que ce serait bon moment, est-ce que la personne, votre conjoint ou votre mère ou votre père, a-t-il déjà signé un mandat? Bon, ça peut être la première personne qui vous parle de faire une homologation de mandat. Mais des fois, dans le milieu médical, mon idée, c'était de vous dire, si par exemple, les gens ne sont pas en danger, qu'ils restent dans une résidence, là, on est de plus en plus à l'aise avec les termes RPA, donc les résidences pour personnes âgées, où il y en a même qui restent encore en appartement qui n'est pas supervisé du tout, là. Bien, dans ce temps-là, pour les gens, c'est peut-être plus difficile de savoir s'il y a une attitude ou pas. Souvent, ben, c'est avec les gens de la famille qui vont dire « je pense que ça ne va pas, je lui ai parlé la semaine passée, puis elle ne s'en souvient pas. » C'est toutes des petites choses, là, c'est des détails, mais quand une personne, c'est ce que je voulais vous dire, quand une personne n'est pas en danger, bien, des fois, pour le corps médical, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait homologation du mandat. Mais dans le milieu juridique, là, vous n'êtes pas apte ou un petit peu apte. Vous êtes apte ou inapte. Donc, pour le notaire, c'est à partir du moment où vous avez besoin d'aide, même si c'est un petit peu, à partir du moment où le médecin pourra nous dire « j'ai fait une évaluation, je pense que cette personne-là a besoin d'aide », il faut commencer à penser à faire l'homologation du mandat. Puis là, des fois, les gens vont me dire « je n'ai pas besoin, j'ai une procuration générale ou j'ai une procuration bancaire ». Il faut que vous sachiez que quand une personne devient inapte, là, ces procurations-là ne sont plus bonnes, elles deviennent nulles de par la loi parce que quand vous signez une procuration, qu'elle soit bancaire, qu'elle soit spécifiquement pour quelque chose ou qu'elle soit de façon générale, le but, c'est que vous pouvez toujours décider si vous mettez fin à cette procuration-là. Mais à partir du moment où une personne est inapte, bien, ça se peut qu'elle ne s'en souvienne même pas qu'elle a signé ce genre de procuration. Donc, la loi dit, bien, c'est parfait, on rend tout ça inapte, on rend tout ça nul. Donc, les procurations qui ont été signées de votre vivant, s'il y a une aptitude, ne vous fiez pas là-dessus, ça ne pourra plus être utilisé. C'est là que le mandat en cas d'inaptitude, maintenant, vous savez que ça s'appelle un mandat de protection. Le vocabulaire a changé, c'est la même chose, là, mais le vocabulaire a changé parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est protéger une personne, qu'elle soit partiellement ou totalement inapte. Le but, c'est qu'il y ait quelqu'un qui la représente de façon officielle, puis que vous l'ayez choisi dans un contrat qu'on appelle le mandat de protection. C'est pour ça que le terme a changé, parce que vous n'êtes plus obligé d'être totalement inapte. Vous pourriez être partiellement, que le mandat pourrait être homologué. Puis quand je dis homologué, là, souvent les gens vont dire authentifié, puis ils vont mélanger ça aussi avec le testament. Homologuer un mandat, ça veut dire il faut avoir eu les deux évaluations, médicales et psychosociales. Il faut que je dépose ces évaluations-là au greffier de la cour. On ne passe jamais devant un juge, là, à moins que ce soit contesté. Moi, je vous dirais que je n'ai pas eu de mandat de protection qui ont été contestés, mais c'est toujours possible quand même, quand on est dans le processus d'homologation. Mais alors, on dépose les deux évaluations et puis ça permettra au greffier de dire « Ah ben oui, c'est vrai, là, la personne, je pense qu'elle ne va pas bien, ça nous a été prouvé ». Le greffier a le droit d'aller faire un interrogatoire, mais le notaire au dossier qui a eu la formation pour le faire a aussi le droit d'aller faire cet interrogatoire-là. Alors, quand je dis un interrogatoire, là, moi, j'appelle ça aller piquer une petite jasette avec mon client. C'est-à-dire, j'arrive pas là, de façon sévère, j'amène même pas là, de crayon et de papier parce que souvent, la personne qui est inapte a déjà été évaluée, puis souvent, c'est que ça va la stresser, va avoir encore l'impression de passer des tests, puis les gens qui sont inaptes
souvent, là, au début d'une attitude, ils le savent que ça ne va pas. Ils le savent que la mémoire les quitte et ça les rend nerveux. Donc, quand je dis que je vais aller faire mon interrogatoire, ça, c'est quand j'explique à la famille ce que je vais faire. Mais quand j'arrive à la personne, j'ai mon cellulaire, on est capable d'enregistrer. Je demande toujours la permission à la personne parce que je lui dis que même moi, il y a des choses que je ne me souviendrai pas. Alors, il va falloir, je préfère enregistrer, puis c'est plus naturel, puis on discute de toutes sortes de choses. S'il y a des enfants, ça fait longtemps qu'il les a vus, il y a du sorti, vas-tu au restaurant, qu'est-ce qu'il a mangé le midi, vous savez, ce genre de questions-là. Et on parle aussi du fait qu'il y a un mandat qui aurait été fait. Hein, on ne va pas dire à la personne, bien là, vous êtes inapte, là, ça prend quelqu'un pour vous administrer. Là, on va être plus diplomate que ça. On va mentionner, par exemple, bon, écoutez, vous aviez déjà fait un mandat, vous aviez mentionné votre époux, votre épouse ou un des enfants pour vous aider. Ce serait peut-être le bon moment de l'utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, les gens, là, je vous dirais que 90% vont me dire, ben, c'est déjà comme ça. Alors, les gens qui sont inaptes, ils savent qu'ils perdent leur faculté, mais ils ne sont pas mêlés 24 heures sur 24 tout le temps, là. Donc, par conséquent, ils vont souvent venir nous dire, oui, oui, c'est déjà comme ça. Mais c'est quand je leur pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous ne le faites pas? Ça, cette question-là, ils ne sont pas capables de répondre à ça. Alors, c'est là, qu'avec les autres petites questions, on est capable de constater qu'il y a une attitude. Et cet interrogatoire-là, je vais le faire en résumé sur papier, puis je vais le remettre au greffier. Puis c'est après ça que le greffier, avec les 2 évaluations, il va être capable de nous émettre ce que les gens appellent un jugement. Puis ça va nous autoriser à utiliser le mandat de protection. Bon. Pour les gens qui auraient un diagnostic à l'effet qu'ils ont eu un diagnostic de démence ou d'Alzheimer, je vais beaucoup parler d'Alzheimer parce que c'est la maladie la plus connue, puis c'est très fréquent. Là. Il y a la maladie de Lewy, il y a les démences vasculaires, il y a un paquet de choses là, qui malheureusement vont affecter les facultés cognitives de quelqu'un. Mais souvent, quand les gens ont un diagnostic, c'est que le médecin va dire, là, si vos papiers ne sont pas faits, ce serait le bon moment de le faire. Puis effectivement, il ne faut pas trop attendre parce que des fois, la situation peut dégénérer rapidement. Ça dépend toujours, là, chaque personne, c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si le médecin vous dit, vous devriez faire vos papiers, là, testament, mandat de protection. Vous allez demander au médecin de vous signer un billet médical ou une lettre qui dit qu'au moment où vous le rencontrez, vous avez encore la capacité de signer des documents légaux. Et vous allez donner ça au notaire. Puis, soyez pas inquiets, là. Le notaire, là, c'est confidentiel ce qui se dit dans son bureau. On est tous des humains, on est capable de vous aider, mais on est capable de vous aider dans la mesure où il n'y a pas de cachette. Ce qui fait que si vous avez un diagnostic, mentionnez-le au notaire, puis vous allez lui donner le document que le médecin vous a donné. Et je vous explique pourquoi. C'est que je fais des homologations de mandat depuis longtemps, là. Avant, le greffier, quand on donnait les 2 évaluations, puis que le mandat était notarié, il n'y avait pas plus de questions. Oui, OK, c'est beau, ça a été prouvé qu'il est inapte, bon, c'est correct. Maintenant, c'est admettons, vous faites un mandat de protection là, le 15 décembre 2020, puis vous avez eu votre diagnostic, puis que l'homologation du mandat est demandée à l'été 2021, là, donc comme 6-9 mois plus tard. Ça fait drôle un peu, là. Hein? Alors, il faut être capable maintenant de prouver qu'au moment où vous avez signé votre mandat, ça allait relativement bien, même si vous aviez eu un diagnostic. Ça, c'est un petit truc à savoir, là. Ce serait bien que le médecin signe quelque chose. Ça, c'est quand même nouveau là, dans les 2 dernières années. J'ai vu ces demandes faites par le greffier. Puis ça dépend, hein, les greffiers, moi je parle des greffiers à Québec, là,
parce que les homologations de mandat doivent être faites dans le district judiciaire du domicile de la personne qui est inapte. Donc, je n'irai pas en faire si, par exemple, le mandataire qui est mentionné dans le mandat de protection reste à Québec, mais la personne qui est inapte est en Gaspésie, ben, c'est un autre district judiciaire, donc je dirais, ben, prenez un notaire dans ce secteur-là. En tout cas, je préfère. Puis les greffiers, c'est la même loi, mais des fois, ils ont des petites habitudes qui sont un petit peu différentes d'un district à l'autre. Je pense que c'est bien là, que chaque notaire puisse travailler dans son propre district, même si légalement, on peut faire autrement. Le fait aussi de ne pas... Excusez, quand je regarde ailleurs, c'est parce que j'ai des petites notes et je ne veux rien oublier. Il ne faut pas trop attendre quand une personne montre des signes d'inaptitude. Là. Ben, là, vous allez dire, je me contredis un peu, c'est-à-dire, par exemple, l'Alzheimer. Les 3 premiers stades, il y en a 7, si je me souviens, 7 ou 9, là, je ne me souviens pas par cœur. Mais les 3 premiers stades là, de l'Alzheimer, la personne n'est pas assez inapte pour faire une homologation de son mandat. Mais après ça, là, il faut commencer à y penser. Il ne faut pas trop retarder, surtout quand la personne qui est inapte possède des biens immobiliers. Des fois, la famille ou vous êtes copropriétaire avec votre conjoint ou votre conjointe, puis votre conjoint, votre conjointe démontre des signes d'inaptitude, puis là, vous dites à un moment donné, ben, je vais vendre. Ben, je vais vendre, il va falloir que le copropriétaire qui est inapte, que son mandat soit homologué. Là. Vous ne pourrez pas, même si ça fait 40 ans que vous êtes mariés ensemble, vous n'êtes pas le représentant légal l'un de l'autre. Alors, il faut que le mandat soit homologué pour que vous ayez le droit de signer, que le mandataire puisse signer pour la personne inapte, puis vous, bien, vous signerez comme copropriétaire qui avez toutes ses facultés. Mais ça arrive des fois, qu'on est en urgence. Puis là, l'urgence, en temps de pandémie, là, je vais vous dire, il n'y a plus rien de pareil. Actuellement, puis je vous parle depuis le début, ça prend une évaluation médicale, ça prend une évaluation psychosociale. La médicale, c'est quand même relativement rapide à avoir. Puis je dis rapide, là, je peux parler de 2 mois. Là. Mais l'évaluation psychosociale, là, demandée à des travailleurs sociaux qui sont au public, ils font ce qu'ils peuvent. Là. Mais actuellement, les délais, c'est à peu près 9 mois. Là. C'est long. Fait que si vous avez signé une offre d'achat et que vous pensez que ça va se régler dans 2 mois, l'homologation d'un mandat, oubliez ça. Là. La dernière fois, il a fallu que j'aille chercher une autorisation à la cour parce qu'on n'avait pas le temps de faire l'homologation puis que le condo devait être vendu dans le mois qui suivait. C'est des frais, là. C'est des frais supplémentaires, c'est des requêtes judiciaires. On compte ça à des milliers de dollars. Là. Ça peut être un 2500, 3000 pour faire ce genre d'autorisation supplémentaire. C'est des mesures d'urgence. Si vous vous souvenez, le palais de justice a fermé en premier confinement, puis c'était juste les mesures d'urgence. Puis je vais vous dire une chose, il a fallu que je travaille fort pour juste rentrer au palais de justice. C'était pas évident. Donc, essayez de ne pas trop retarder pour faire les demandes d'homologation, puisque les évaluations sont longues à obtenir. L'autre chose, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que les évaluations, même si vous les demandez aux médecins ou aux travailleurs sociaux, ils ne vont pas vous les remettre. Puis ils vont vous dire qu'il faut que ce soit le notaire qui leur demande. La raison est très simple, c'est pas une question que c'est une chasse gardée là, pour les notaires, c'est pas ça, mais c'est que les évaluations ne doivent pas être trop vieilles quand on les dépose pour homologuer un mandat. Pas trop vieilles, là, c'est-à-dire quelques mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Le greffier va l'accepter. Mais c'est qu'il y a été plusieurs années où le corps médical, les travailleurs sociaux donnaient les évaluations directement à la famille. Puis là, la famille ne prenait pas les démarches tout de suite. Donc, il y avait
pas de notaire au dossier. Puis là, quand ils décidaient de procéder à l'homologation, là, les évaluations étaient rendues trop vieilles. Et là, les médecins et les travailleurs sociaux devaient recommencer. C'est qu'étant donné l'engorgement qu'il y a au point de vue médical, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus les donner. Il faut vraiment que ce soit le notaire au dossier que vous allez avoir choisi, qui va le demander. Moi, j'en fais des homologations pour des mandats que j'ai reçus sous mes contrats à moi, mes numéros de minutes, mais j'en ai aussi autrement de d'autres notaires. Et j'ai aussi parfois des mandats qui ont été faits, qui ne sont pas notariés, des mandats qui ont été faits devant témoins. Là, des fois, j'ai des difficultés. Puis là, vous allez dire, après, je suis sa paroisse, là, le notaire, là, parce qu'elle dit de faire des contrats notariés. Le but, c'est de vous dire les difficultés que je rencontre dans les faits, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, un mandat en cas d'inaptitude, dans le temps, ou de protection, maintenant, si vous le faites, il faut que ça soit devant 2 témoins, puis il faut que les témoins n'aient aucun intérêt, il ne faut pas que ce soit les mandataires. Puis la difficulté, là, c'est que lorsqu'on veut homologuer le mandat, c'est qu'il faut que je retrouve ces témoins-là. Il faut que les témoins soient capables de me dire que c'est bien la bonne personne qui l'a signé parce qu'ils l'ont vu faire, puis qui était correct au moment où il l'a signé. Parce que les actes notariés, c'est ça, hein, la fonction du notaire, c'est de valider l'identité de la personne, puis sa capacité. Évidemment, comme je dis, on n'est pas médecin, là, mais on voit assez de gens pour dire « ouais, ça va bien ». Puis si j'ai un doute, je vais demander à avoir un billet médical pour appuyer le contrat que je fais signer. Mais les témoins, eux autres, c'est pas ça. Puis c'est m'est arrivé que les témoins, comme je vous dis, c'est des personnes qui n'ont pas de lien, ils ne sont pas en conflit d'intérêt, mais des fois, c'est parce qu'on ne les retrouve pas, parce que des fois, même les gens disent hey, « je me souviens pas, moi, c'est qui a signé ça? » Et parfois, des fois, les témoins sont décédés ou eux-mêmes inaptes. Alors, vous pouvez avoir l'impression que votre mandat devant témoin, vous êtes protégé, là, mais pas tout le temps. Donc, par conséquent, je pense que la meilleure solution, ce sera toujours l'acte notarié parce qu'au moins, on va être sûr qu'on va pouvoir l'utiliser à moins qu'il soit contesté. Puis, je vous dirais que les contestations que j'ai vues sur des actes notariés, bon, c'était parce que la personne prétendait que la personne qui avait signé son document avait déjà des problèmes de santé puis qu'elle était déjà inapte au moment où elle a signé le document. Puis l'autre cas que j'ai vu, c'était pas dans mon bureau, là, c'est des histoires qui me sont rapportées. L'autre, c'était, attendez un petit peu, c'est... bon, là, j'ai perdu mon idée. Ça va me revenir. Mais c'est ça. Il y a toujours une possibilité de faire une contestation quand ce n'est pas notarié, mais en tout cas, c'est beaucoup moins fréquent. Normalement, vous ne prenez pas de chance puis vous faites notarier vos affaires. Actuellement, j'ai des gens qui ont une petite hésitation à vouloir signer des mandats de protection parce qu'ils disent oh, c'est tellement long à faire homologuer ça. Bon. Ben, les notaires, on en a des solutions. Là. À partir du moment où c'est urgent de faire homologuer un mandat parce qu'il y a une maison à vendre, par exemple, on peut vous référer des gens, des travailleurs sociaux qui travaillent au privé, puis au lieu de prendre 9 mois, ben, ça va en prendre 2. C'est sûr qu'il va y avoir des frais afférents à ça, mais des fois, il y en a des solutions. N'hésitez pas. Ce n'est pas parce que ça a l'air lourd et fastidieux qu'il ne faut pas en faire. Parce que malheureusement, c'est que si les personnes n'ont pas signé de mandat, ils vont être inaptes pareil. Hein? Que l'inaptitude fait que si vous n'avez pas de mandat, ben, ça va vous prendre un représentant légal pareil. Puis là, arrive la question de l'ouverture de régime de protection. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée, là, donc ça va être différent, mais si on prend le système actuel, les gens qui n'ont pas de mandat et qui deviennent inaptes, il faudra faire une ouverture de régime de protection, puis là, vous avez comme 3 types de représentants.
soit que c'est un conseiller au majeur, soit que c'est un tuteur au majeur, ou soit que c'est un curateur, qu'on appelle le curateur privé et non pas un curateur public. Le curateur public va prendre les dossiers vraiment s'il n'y a pas personne là, qui est capable d'être le représentant légal. Mais c'est ça. Puis là, ben, il faut convoquer 5 personnes, il faut, ben, minimum, parce qu'il faut avoir un quorum de 5 personnes actuellement qui vont élire une personne. Cette personne-là devra être surveillée par un conseil de tutelle de 3 autres personnes. Et le curateur public pourrait demander aussi à ce que vous donniez des garanties, une assurance responsabilité, des gels de fonds. C'est correct, mais ça alourdit un peu la tâche de la personne qui va être le représentant. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ce système-là si vous avez signé un mandat de protection. Puis, la nouvelle loi, là, vous allez voir, ben, dans certaines circonstances, ça va peut-être soulager, mais la question des curateurs, la question des tuteurs, ça n'existe, pas des tuteurs, excusez-moi, des curateurs et des conseillers au majeur, ça n'existera plus. Quand les gens n'auront pas de mandat, automatiquement, la demande, ça va être une ouverture de tutelle au majeur. Puis un tuteur, ça a moins de fonctions, moins d'autorité qu'un curateur. Donc, une personne qui n'a pas de mandat de protection, qui aura un tuteur, ça va prendre les évaluations médicales et psychosociales, ça va prendre un conseil de famille quand même. Mais c'est vrai, le conseil de famille, on va être obligé de convoquer 5 personnes, mais ils ne seront pas obligés d'être présents, soit par technologie ou en présence du notaire qui sera au dossier. Donc, il y a certains, je pense que c'est le seul allègement, mais le tuteur, ce sera de la simple administration. Ça veut dire que s'il y a des biens à vendre, là, il va falloir aller chercher une autorisation du tribunal pour vendre un immeuble. Ça sera pas d'avance. Fait que moi, je vous conseille d'avoir un mandat de protection. Je pense que ça restera toujours la meilleure façon de faire. Là, je vérifie pour voir. Il nous reste combien de temps, Philippe? Il nous reste encore 30 minutes. 15 minutes de questions. Ah ben OK, donc il me reste à peu près une dizaine de minutes peut-être pour vous jaser ça. Après ça, il y aura de la place pour les questions, ça va? OK. Bon, là, c'est vraiment un survol hein, de ce que c'est que l'inaptitude, puis la question des homologations de mandat, puis si on n'en a pas, qu'est-ce qui arrive. Bon, le projet de loi, c'est le projet de loi numéro 18. Ça a été adopté le 2 juin 2020, donc cet été. Pour qu'une loi entre en vigueur, ça peut prendre 18 à 24 mois. Donc, on a encore pour à peu près 1 an et demi là, à être sous l'ancien système. Ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est les mandats de protection. Bon, les notariés, là, parce que les autres, des fois, ça ne contient pas tout. Mais les mandats de protection notariés, la plupart du temps, ils vont répondre à cette nouvelle loi-là. C'est-à-dire, ce qui sera obligatoire, c'est que le mandataire va être obligé de faire un inventaire. À mon avis, c'est une très bonne idée, hein, parce que ça vient dire qu'est-ce que la personne inapte avait, puis qu'est-ce qui reste s'il y a décès, puis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Parce que ça arrive souvent, ça, que les héritiers disent ben là, ça ne se peut pas qu'il reste juste ça. Elle avait tellement d'avoir, elle a eu une maison, elle a eu des blocs appartements, puis... Mais les gens, les héritiers, vont oublier des fois que en résidence, avec des soins supplémentaires, là, 4 000, 5 000 par mois, là, c'est pas rare, là. Bien là, multiplier ça par le nombre d'années, ça commence à entamer hein, le bas de laine. Mais des fois, les héritiers, ils ne voient pas ça. Alors, s'il y a un inventaire qui est fait au moment où la personne est devenue inapte, après ça, le mandataire a conservé une administration des dépenses qui a été faite à chaque année, bien, ça va être facile de répondre aux questions, là. Puis après ça, il y a la question de la reddition de compte. La reddition de compte, ça va devenir obligatoire dans la nouvelle loi. Moi, je la conseille tout le temps. Je la conseille en disant, le mandataire devra rendre des comptes
aux mandataires qui sont inscrits, qui ne sont pas en fonction parce qu'ils sont là à titre de remplaçant. Fait que ça permet, par exemple, si vous dites, bon, ben, j'ai 3 enfants, mais je vais mettre un mandataire à la fois parce que c'est comme plus simple. Les autres, là, ils vont avoir le droit de poser des questions parce qu'ils ont le droit d'avoir la reddition de compte. C'est que le mandataire qui est en fonction ne pourra pas dire, ben là, c'est pas toi qui es le mandataire, là, fait que ça ne te regarde pas, puis pose-moi pas de questions. Ils ne pourront pas se faire répondre ça, les autres, à cause de la reddition de compte. Bon. Le seul temps où je trouvais que la reddition de compte n'était pas nécessaire, c'était quand c'était des conjoints. Puis là, je comprends, on s'entend là, des conjoints de longue date, puis qui ont des enfants en commun, OK? Que vous ayez à rendre des comptes à vos enfants, bon, ça, je comprends que ça ne nous tente pas, puis à la limite, ce n'est pas trop de leurs affaires. Mais si vous êtes un nouveau couple, que vous donnez mandat à votre nouveau conjoint, votre nouvelle conjointe, vous n'avez pas eu d'enfants en commun, puis vos enfants sont dans les héritiers, moi, je pense que c'est une bonne idée de jouer la carte de la franchise et de l'honnêteté, puis de permettre aux futurs héritiers, on ne dit pas ça dans le mandat, mais on les écrit comme étant des mandataires remplaçants, d'avoir le droit de voir les livres. Puis en même temps, c'est une protection pour la personne qui a donné le mandat parce que ben, des fois, peut-être que vos enfants pourraient dire, ben, il me semble que papa, il pourrait avoir quelque chose de mieux que ça. Il me semble que ça pourrait être plus chic, que ça coûterait un petit peu plus, là, mais quand même. Hein? Ça permet justement aux autres de veiller à votre bien-être. Puis ça aussi, ça fait partie des choses qui sont différentes dans la nouvelle loi parce qu'avant, ce qui était mentionné, c'était il faut agir comme mandataire dans l'intérêt supérieur de la personne qui est inapte. Puis là, la philosophie dans la nouvelle loi a complètement changé. C'est il faut agir comme mandataire selon les goûts, selon les préférences et selon les volontés que la personne qu'on représente. Fait que c'est vraiment différent. Moi, je pense que ça aurait dû toujours être comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui était mentionné dans les mandats de protection notariés, mais là, c'est clairement dit dans la loi. Donc, c'est pas ce que le mandataire pense là, que ça devrait être, c'est qu'est-ce que cette personne aurait voulu? Qu'est-ce que maman aurait voulu? Qu'est-ce que papa aurait voulu? Mon conjoint? C'est dans cette optique-là qu'il faudrait que le mandat soit exécuté. Dans la nouvelle loi, oui, donc j'avais commencé à vous en parler un petit peu tantôt. Là, pour les mandats, il n'y a pas plus de nouveautés que ce que je suis en train de vous expliquer. Si les gens n'ont pas de mandat de protection, bien là, c'est l'ouverture, mais c'est plus curateur, puis conseiller, tout ça, là, c'est un tuteur à la personne inapte. Et puis, si cette personne-là a un immeuble, la personne inapte, ben là, il va y avoir une procédure supplémentaire, il va falloir aller chercher des autorisations du tribunal. Ça fait que moi, je dis, ayez un mandat de protection, ça va être la meilleure solution. La question de l'Assemblée de parents et amis de 5, c'est aussi demandé, mais c'est plus qu'il faut que 5 personnes soient présentes, c'est que 5 personnes devront être convoquées et ben, si on n'a pas 5 autour de la table ou par le web, ben, ça sera correct, on aura fait notre travail pour l'Assemblée de parents. Fait que ça, c'est quand même une nouveauté importante. Il y a aussi ce qu'ils appellent le représentant pour une aptitude temporaire. Une personne qui aurait fait un AVC, par exemple, bon, ça peut arriver régulièrement qu'on va récupérer d'un AVC, mais ça prend un certain temps, parfois pour récupérer suffisamment. Donc, peut-être que vous pourriez avoir un représentant pour une aptitude temporaire si, entre autres, il y avait une maison à vendre. Fait que, il y aura encore les Moses d'évaluation qu'on va devoir obtenir, mais bon, la procédure va être moins lourde. Et puis, le terme assistant au majeur. Ils disent que ça s'apparente à ce qu'on a connu comme étant un conseiller au majeur. Puis un conseiller au majeur, là, c'était plus pour des gens
qu'il n'y avait pas de grands besoins, puis c'était pas quelqu'un qui était totalement inapte non plus. Il était quand même capable de se débrouiller, mais il avait besoin de quelqu'un pour prendre ses décisions. En 30 ans de carrière, là, j'ai pas eu ça, moi. Fait que je pense que l'assistant au majeur, à moins qu'il me trouve d'autres utilités, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ce concept-là. J'ai entendu parler à un moment donné que ce serait, par exemple, facilitant la nouvelle loi dans le cadre où, par exemple, il y a une succession déficitaire, puis croyez-moi, j'en ai de plus en plus. Puis quand je dis de plus en plus, là, à chaque mois, j'ai à mon bureau des successions qui sont déficitaires. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui arrive une fois par année, là, c'est régulier. Donc, quand une personne est inapte puis qu'elle est héritière, ben normalement, il faudrait la faire renoncer à cette succession-là. Puis là, actuellement, c'est lourd parce que normalement, il faut faire une ouverture de régime de protection ou homologation du mandat. On peut essayer de se débrouiller un peu autrement, là, mais semble-t-il que cette nouvelle loi-là va alléger la situation. Il y a la question aussi des personnes inaptes depuis la naissance. Alors, des gens qui souffrent de trisomie 21, des gens qui sont autistes et qui ont facultés cognitives là, qui ne leur permettent pas d'être autonomes, ces gens-là ne pourront jamais signer de mandat de protection. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité légale de signer des documents. Ben, il va peut-être avoir d'autres choses aussi, mais entre autres, le fait que pour les enfants qui sont des justement, qui ont des facultés cognitives diminuées de par la maladie. Les deux parents, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission avec Charles Lafortune et Sophie Préjean, inapte bientôt majeur. Là, on est rendu dans la deuxième série. Mais dans la première série, il y avait un épisode, entre autres, avec un notaire que Charles Lafortune avait été rencontré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait que Charles et Sophie puissent décider qui allait représenter leur fils. Bien, la nouvelle loi va permettre que les deux parents puissent représenter leurs enfants et qu'ils puissent continuer de prendre des décisions ensemble. Ça aussi, ça va être nouveau là, avec la nouvelle loi. Donc, c'est sûr qu'il y aura sûrement beaucoup de choses à dire lorsque la nouvelle loi sera entrée en vigueur. On aura des exemples concrets. On pourra s'en reparler si vous voulez à ce moment-là.